Je suis fatiguée de répéter toujours les mêmes choses, de plaider toujours les mêmes choses et de pas être entendue. Oui, c'est une particularité que ce problème de la pédosexualité, il faut en prendre conscience, et la récidive est hautement plus probable chez ces délinquants-là que chez les autres. J'en reviens pas que la proposition de votre association Innocence en danger de mettre à disposition des pédophiles un numéro vert pour qu'ils appellent en cas de pulsion, j'en reviens pas que les autorités françaises vous aient dit non. Ah bah c'est pas glamour, hein. C'est plus glamour de parler de la violence. Ce lundi à Fontainebleau, en Seine-et-Marne, un professeur de mathématiques de 31 ans est jugé pour avoir entretenu une relation amoureuse ou du moins sexuelle avec l'une de ses élèves de 14 ans, poursuivi pour corruption de mineurs et atteinte sexuelle sur mineurs de 15 ans par personne ayant abusé de l'autorité conférée par ses fonctions. Le mis en cause l'assure, la jeune adolescente était consentante, une version que n'a pas démenti l'intéressé. Pourtant, les parents de la collégienne sont catégoriques, le professeur aurait abusé de son autorité, un lien d'autorité portant l'âge de majorité sexuelle à 18 ans. Je suis extrêmement interpellée sur ces sujets, donc j'ai très envie de m'impliquer et d'aider au maximum. Et aujourd'hui, c'est particulièrement important. Regardez, vous avez un secrétaire d'État, vous avez une très grande actrice, vous avez une présidente d'association, l'épouse du président. Ça vous montre à quel point cette parole de l'enfant, il faut qu'on la traite dans sa globalité. On n'a que des devoirs vis-à-vis d'eux. Et eux ont des droits. De ce fait, les chefs de corruption de mineurs et d'atteinte sexuelle ont été retenus, mais l'appareil judiciaire se retrouve une fois de plus confronté au dilemme du consentement, quelques semaines après l'acquittement d'un individu accusé du viol d'une fillette de 11 ans, une décision ayant suscité l'émoi de l'opinion publique. De nombreuses voix se sont élevées pour réclamer un âge minimum au consentement. Au-dessus de 14 ans, c'est dégueulasse. Depuis, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes a proposé d'établir ce seuil à 13 ans, une proposition retoquée par Emmanuel Macron. Nous devrions sans doute aligner sur l'âge de la majorité sexuelle fixé dans notre droit à 15 ans. Emmanuel Macron a 15 ans. Il est élève de seconde. En rejoignant cet atelier de théâtre, le jeune Emmanuel a fait une rencontre qui a bouleversé son existence. Il est tombé amoureux de sa professeure, Brigitte Osière, de 24 ans son aînée. In un ambiente proletario, quello stesso ambiente che Macron, sia dal punto di vista verbale che non verbale, non tollera, non sopporta, lo disprezza, le cose sarebbero andate diversamente. Il giovane Macron sarebbe finito ai servizi sociali, sostenuto dagli psicologi, et Brigitte sarebbe finita in carcere. Leur couple a intrigué la France avant de fasciner le monde. Comment une professeure de 40 ans, mariée avec 3 enfants, peut-elle tout quitter pour l'amour d'un élève de 16 ans? Superato il limite prescrittivo del tabù, cosa è accaduto? È accaduto che quell'idea di onnipotenza che ogni bambino ha è stata ulteriormente incentivata, in sé patologicamente normale, sembra un paradosso, ma patologicamente normale, cioè il narcisismo. S'il est impossible de diagnostiquer une personne avec un trouble de la personnalité avant l'âge adulte, et ce parce que la personnalité de l'enfant est encore en plein développement, il est à noter que ces troubles trouvent souvent leur origine durant l'enfance. J'ai d'ailleurs déjà réalisé une vidéo listant les troubles de la personnalité, dont les plus connus sont bien sûr le trouble de la personnalité borderline et le trouble de la personnalité antisociale, aussi connu par le grand public sous le nom de la sociopathie et de la psychopathie. Ils regardent avec distance, avec condescendance, parfois même dans l'ignorance, et avec un petit peu de mépris, ceux qui sont, comme étaient leurs parents, grands-parents, etc. Et ça, j'ai pas supporté. Pardon, il y a une madame, phrase qui m'a déplu. Voilà, c'est ça, voilà, c'est Jojo ça, le gilet jaune. C'était au cours d'une conversation avec des journalistes, ça a été retranscrit par Paris Match. Ça a été retranscrit. Il a parlé, là maintenant sur les ronds-points, on a Jojo le gilet jaune, on a la parole de Jojo le gilet jaune qui équivaut à celle du ministre. Alors, c'est du mépris pour vous. Oh oui, pour moi, oui. Ou peut-être qu'il est inconscient, mais c'est pire. En effet, ces personnages traumatisés arborent tout un tas de comportements et d'émotions variées, passant par la tristesse, la peur, la paranoïa, les comportements autodestructeurs, le besoin de tout contrôler, et même parfois la violence. Je pense qu'il est extrêmement narcissique et n'aime pas qu'on ne l'aime pas. Et si on est critique à l'endroit de sa politique, il estime que c'est une attaque ad hominem, et que cette attaque ad hominem doit générer des attaques ad hominem. Le mec, t'as 8 mois de gilet jaune, il en arrive à la conclusion que les Français veulent être en mouvement. Bon, je veux dire, le tout avec 15 secondes de blanc entre chaque phrase et un regard très lointain.
Il y a un moment, il y a des choses qui s'appellent la pathologie aussi. Quindi ci troviamo di fronte a 3 paradigmi che determinano una certa struttura di personalità. Quindi l'idea che non ci siano limiti, una onnipotenza già prevista nel bambino ma maggiormente sviluppata nell'adulto e un senso interiore di narcisismo che non è sbagliato definire addirittura maligno. Perché ci troviamo di fronte a un individuo, Emmanuel Macron, che come organizzazione psichica è perfettamente definibile come psicopatico. Vous êtes en mission. Oui. Il y a une dimension de spiritualité. Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance. Tu peux avoir confiance en moi. Une transcendance. Je vais vous inviter à vous installer confortablement. Commencez à fixer un plan. Est-ce que tu as un doute, toi, personnel, sur l'existence des chambres à gaz? Qu'est-ce que c'est que cette question-là? Quelque chose qui dépasse. Qui vous dépasse. Qui vous a précédé et qui restera. Bonjour. Est-ce que vous avez essayé de vous renseigner sur les petits-enfants que vous avez à toucher? Est-ce que vous savez ce qu'ils sont devenus? Il faut parler, il faut les écouter et il faut surtout recueillir leurs paroles. Et ici, ces unités d'accueil, c'est le meilleur moyen de recueillir une parole avec le plus de sérénité possible dans une situation de traumatisme, parce que c'est une situation de traumatisme. Est-ce que vous ne croyez pas que vous devriez vous en occuper, vous en préoccuper? Ce sont des vies humaines, ce sont des âmes. Est-ce que vous n'avez pas une responsabilité? Vous êtes beaucoup dans les médias. Bonne journée. Bonne journée à vous. Les Verts allemands face aux pages les plus sombres de leur passé. À quelques mois d'élections nationales, le mouvement écologiste fait le grand ménage sur la question de la pédophilie. Dans ses archives du parti, des documents qui rappellent que certains membres des Verts, dans les années 80, voulaient légaliser la pédophilie. D'autres époques avec d'autres références. Surfant sur la vague Peace and Love des années 70, ils voulaient libérer la sexualité au risque d'aller trop loin. 50 ans après 68, la seule chose que je ne fais pas maintenant, c'est de ne pas aller voir le président. Non, ce que tu pourrais faire, c'est le rencontrer dans un café. Ce serait pas idiot. Ok. Bye bye. Dans Le Grand Bazar, un livre écrit en 1975 par Daniel Cohn-Bendit, le futur député européen évoque même des attouchements avec des enfants de la garderie où il travaille. Mais venir prendre un café à Francfort, c'est un clin d'œil sympathique pour quelqu'un qui a mis le désordre, pour pas dire autre chose, à l'université il y a 50 ans en France, non? Voici ce qu'il déclare dans son livre Le Grand Bazar, publié en 1975 aux éditions Belfond, à propos de son activité d'éducateur dans un jardin d'enfants alternatif à Francfort. Il m'était arrivé plusieurs fois que certains gosses ouvrent ma braguette et commencent à me chatouiller. Je réagissais de manière différente selon les circonstances, mais leur désir me posait un problème. Je leur demandais « Pourquoi ne jouez-vous pas ensemble ? Pourquoi m'avez-vous choisi, moi, et pas d'autres gosses ?» Mais s'ils insistaient, je les caressais quand même. D'autres époques avec d'autres références. Chose très importante, il s'est inscrit en 1980 au Parti des Verts allemands, où certains militants voulaient officiellement dépénaliser la pédophilie. Est-ce que vous pourriez, je vous en prie, peut-être faire une mise au point dans les médias, une mise au point à venir? Vous allez avoir des responsabilités importantes près de l'AREM. Est-ce qu'il ne serait pas temps de faire une mise au point, monsieur? Le sexe avec les enfants, Est-ce que Macron veut que vous lui apportiez le réseau pédocriminel? Je vous en prie. Ce sujet-là est un sujet qu'on ne peut plus aborder aujourd'hui. La France est l'Eldorado des pédophiles. Il y a une espèce de chape de plomb qui tombe, comme ça, qui tombe de boucles blondes, n'est-ce pas, sur l'ensemble de la société, qui vient interdire tous les comportements un peu différents, un peu anormaux, mais bien sûr... Je t'ai apporté des bonbons. La pédophilie est un sujet qui est maintenant totalement interdit. Marie Grimaud, est-ce qu'on a des données un peu plus précises sur l'ampleur de ce fléau? Non, je dirais que les mineurs maltraités sont particulièrement touchés par le chiffre noir, comme on dit.
Ce sont toutes les données qui ne sont pas visibles aux institutions. Il y a une étude en 2015 qui a été faite par l'Office national de la lutte contre la délinquance et la répression pénale qui parle de moins de 4% des faits de viol commis sur les enfants qui ont fait l'objet d'une plainte. Et que sur ces 4%, à peine 70% arrivent sur des classements sans suite et le reste, on n'arrive même pas sur des cours d'assises. Nous sommes dans un système de correctionnalisation. Donc la réalité de la violence faite aux mineurs et notamment la violence sexuelle, nous ne la voyons pas et elle n'est pas traitée par la justice. Où tu veux aller? Là ce soir? Je te pose la question à toi, puisque Gabriel est insomniaque mais pas somnambule. Moi je vais aller me coucher. On va coucher Gabriel avec une gamine de 12 ans et demi. Et nous on va aller voir des putes de 62 ans. Pourquoi on ne ferait pas l'inverse? Pour une fois. Aujourd'hui on va aborder une question brûlante. Y a-t-il un lien entre homosexualité et pédophilie? Alors sans attendre, je vous donne mon point de vue personnel. Non, je ne pense pas qu'il y ait un lien entre homosexualité et pédophilie. Par contre, la question qui reste en suspens, c'est pourquoi une grande partie des militants qui voulaient dépénaliser l'homosexualité dans les années 70-80 étaient aussi des militants pro-pédophilie. Olivier Bobineau et d'autres spécialistes considèrent que la crise de la pédophilie a commencé dans les années 2000. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de cas de pédophilie dans l'Église avant le XXIe siècle. Tout ceci est facilement vérifiable, par exemple dans une pétition pour dépénaliser la pédophilie publiée par Le Monde le 23 mai 1977. L'Église catholique a fondé son pouvoir sur les pères, c'est-à-dire une autorité morale, sociale, juridique et en l'occurrence spirituelle, qui est légitime pendant des siècles devant les enfants. Au final, il y a une telle confiance qui est remise dans l'homme de Dieu, qui est l'homme de Dieu, qui est digne de confiance absolue, qui fait que quand on a affaire à des hommes, les prêtres qui sont malades, ils sont en situation potentiellement très favorable pour commettre un crime. Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil à toi? Comment peux-tu dire à ton frère « Mon frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans ton œil. » Cette pétition visait à faire modifier certains textes de loi pour aller dans le sens, je cite, d'une reconnaissance du droit de l'enfant et de l'adolescent à entretenir des relations avec des personnes de son choix. Vous l'aurez compris, il s'agit de relations sexuelles. Et signé entre autres par Simone de Beauvoir. On a accepté l'idée de Simone de Beauvoir qu'on n'est pas né une femme, on le devient. Gilles Deleuze, Françoise Dolto, Michel Foucault, Félix Guattari, Gabriel Mazeneff, Christiane Rochefort, Jean-Paul Sartre, Philippe Solers, André Glucksmann, Jean-Luc Hennig, Guy Hockenheim et René Scherer. Mais à l'époque, ces affaires étaient souvent étouffées et ne touchaient pas autant l'opinion publique qu'aujourd'hui. Là, on est bon. Alors, on y va. La pédophilie. Ah, voilà un sujet que je n'aborderai jamais. Oh putain. Ah non, non, non. Là, voilà un mur infranchissable. Tu te fais buter. Hein. Aucun humoriste ne s'y est risqué. Aucun journaliste. Non. Moi, même le fait d'en parler, ça fait peur. Ça me fait peur. Moi, j'ai eu la chance de voir deux jeunes gens à la fin de spectacle. En France, ce n'est pas une magistrature que nous avons, c'est une véritable magistrature. Nous savons de quoi nous parlons, nous sommes de la boutique, nous sommes du système. Je suis ancien Sciences Po et juriste de 3e cycle avec mention. Ma sœur est aussi dans ce cas. Nous sommes enfants de magistrats et je peux vous dire que notre mère a vu pas mal de choses pendant des années en tant que femme de magistrat. Les fils d'un haut magistrat, un mec très important dans la région du Sud, là, et il s'était fait buter. Parce en fait, il faisait partie des réseaux satanistes, pédophiles, par pure ambition professionnelle. Ils m'ont raconté un truc dégueu. À la fin, j'ai dit, ah non, arrêtez. Oui, mais non, partez. Quoi? Montre? Oh la vache, hein? Notre père nous a donné toutes sortes de détails qui sont tout à fait vérifiables et qui sont repris plus en détail dans les interviews écrites qui sont parues sur Internet, donc à propos de ces soirées, à propos des personnes participants. Et d'ailleurs, cette interview est accompagnée de schémas qui sont plus qu'édifiants et qui prouvent que notre père et sa clique sont le chaînon manquant qui permet enfin de tout éclairer dans l'affaire Allègre. Ce dont tout le monde se doute, c'est qu'il y a derrière l'affaire Allègre beaucoup plus de vérité que ce que l'on a bien voulu dire.
Apparemment, à la fin de sa vie, ce mec, avant de mourir, aurait eu des remords. Il s'est confié à ses enfants. Il voulait sortir de ce milieu-là. Mais bon, c'est le genre de milieu, tu sors pas en payant un coup de champagne. Allez, salut, je m'en vais, j'en ai marre de violer des enfants. Non. Il gère tout en interne. Il y a une espèce d'élite autoproclamée qui n'est pas du tout basée sur le mérite, mais sur le piston et les liens interpersonnels. Et ces gens-là sont des loups qui gèrent le troupeau de moutons et puis qui consomment aussi du mouton à tous les repas. Donc il y a un groupe de prédateurs qui, à mon avis, n'existe pas seulement sur Toulouse. Bon, il se trouve que c'est sur Toulouse que ça a éclaté, puisque la magistrature et toutes ces choses sont beaucoup plus gratinées, beaucoup plus mafieuses dans le sud. On connaît aussi le ressort de Nice. Écoutez, vous semblez... écoutez, c'est une dépêche de Reuters qui est toute récente. Le procureur de Nice, Éric de Montgolfier, Nice c'est quand même une région assez chaude, a affirmé qu'une affaire de soupçon de pédophilie pesait sur des magistrats avait été volontairement étouffée par la justice. Le procureur en poste depuis... Enfin, voilà, c'est ce que dit le procureur de Montgolfier. On va écouter Jean-Yves Le Gannec. De l'affaire... Alors, on va écouter Jean-Yves Le Gannec, qui représente ici la police, et ensuite Martine Bouillon pour les magistrats. Oui, non, mais moi, je peux pas vous donner d'informations. Notre communauté nous a demandé de vous poser une question concernant un très vieux documentaire, une très vieille émission concernant la pédophilie. Oui, c'est loin. Oui. Pourquoi le sujet n'est plus abordé comme vous l'avez fait à l'époque maintenant dans les médias? Madame, monsieur, bonsoir. Que vaut la parole d'un enfant face au système judiciaire français? Quelle est sa chance d'être entendu lorsqu'il est confronté à des actes de violence sexuelle? Toutes les conditions sont-elles réunies pour qu'il puisse se décharger de ce fardeau? Ce que Pierre, Marie et Sylvie racontent de leur petite enfance ressemble à un cauchemar. Ce qu'ils ont vécu ensuite ressemble cette fois à un déni de souffrance. Pourquoi la justice ne les a-t-elle pas entendus, en tout cas pas comme il l'aurait souhaité? Comment la police a-t-elle mené son enquête? Je pense qu'il le sera à nouveau. Moi, je pense que je pense que l'affaire Barbarin en soi est en train de réveiller des vieux démons, et je pense que c'est nécessaire. Ici, elle nous parle de son père et des lieux où il les aurait emmenés. Il y avait un endroit à Paris dont lui c'était les chefs. Donc il disait qu'il était un grand mage et qu'il s'appelait Bouc-Noubourg. Et dans cet endroit, ils avaient des grandes robes blanches. Il y avait plusieurs autres gens aussi qui nous violaient. Moi, ce qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est le problème des institutions, quelles qu'elles soient religieuses ou politiques. Et c'est comment, à un moment, oui ou non, et c'est à cette question qu'il faut répondre, des institutions ont pu couvrir... Organiser, point d'interrogation, mais en tout cas couvrir et on va dire, dans les grandes mesures, ou pas, des actes qui sont totalement répréhensibles et juste insupportables et inacceptables. Pour répondre à tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant et pour répondre à ce qui a été dit sur le reportage, je suis tout à fait bouleversé par ce reportage. Je peux vous dire ce qui m'a sauté le plus aux yeux, je m'attendais absolument pas à voir cela, ce qui m'a sauté le plus aux yeux, c'est que j'ai connaissance d'un gamin qui m'a fait un dessin exactement le même que le dessin de la gamine. On pourrait peut-être se poser des questions. Premier constat, il n'est pas de tout repos de vouloir dévoiler des choses cachées. Après la diffusion du documentaire, Pascal Justice a été l'objet de violentes attaques de la part des médias. Les plus acides émanant de Libération et de Daniel Schneiderman, procureur multicarte œuvrant pour Le Monde et Arrêt sur Image. Ces boutiquiers lui reprochaient notamment d'avoir sorti de leur contexte certains propos téléphoniques du père des enfants et de les avoir utilisés de manière abusive. Faux, se défend l'intéressé. Même s'il est vrai que certains propos ont été sortis de leur contexte, on ne peut pas en effet tout diffuser. Je n'ai jamais trahi le sens profond. Ce qu'on sait moins, maintenant on commence à le savoir, c'est que la substitut du procureur de Bobigny, Martine Bouillon, qui avait déjà écrit des livres sur le sujet, qui voulait justement lancer un peu l'alerte, a été littéralement mutée. Alors je crois que c'était le lendemain même. J'ai donc quelqu'un qui la connaissait d'assez près, si j'ai bien compris, et qui voulait lui demander ce qui s'était passé. Et voilà, et elle a quasiment refusé de lui parler en lui disant « Écoute, je peux vraiment pas te parler parce que là, il est question de ma vie, en fait. » À l'intérieur de la rédaction, certaines voix s'élevaient pour dire que j'avais discrédité la chaîne. L'histoire se corse quelques semaines plus tard lorsque le père des enfants attaque en diffamation la société France Télévisions ainsi que la journaliste. Là, je me suis dit, voilà l'occasion de m'expliquer publiquement.
J'ai passé plus de 3 heures à la barre. Curieusement, les questions de la présidente ne portaient pas sur l'objet du procès, mais sur le fait que j'avais mis en cause la police et la justice. Excuse-moi de t'interrompre, tu viens de prononcer menace de défenestration. Ça veut dire que pendant la garde à vue, tu as été menacé de mort? Tout à fait. Par qui? Par Hervé Mollès, qui est un gradé de la brigade de répression du banditisme du SRPJ de Montpellier. Au moment où j'allais aux toilettes, je pourrais détailler davantage. Hervé Mollès? Tout à fait. Moi, je n'ai jamais eu connaissance d'enfants sur le territoire français qui auraient été fournis. Vous êtes en train de nous dire que c'est comme, vous êtes en train de nous dire que c'est comme le nuage de Tchernobyl, ça s'est arrêté à la frontière française. Non, pas du tout. J'ai pas dit. L'histoire de réseau criminel, c'est vraiment c'est le fantasme par excellence des journalistes, des associations, tout ce qu'on veut. Mais le fait est que, il y en a peut-être, en tout cas, on ne les a jamais démantelés en France. Jamais démantelés en France. Le commissaire a la mémoire courte. Dans l'émotion soulevée par l'affaire Dutroux, 3 réseaux français ont été démantelés en quelques mois. Toro Bravo, réseau franco-colombien découvert en 96, 67 personnes impliquées. L'opération Achille en 97, qui permet 48 interpellations. Et le vaste coup de filet Ado 71, lancé dans toute la France à partir de la Saône-et-Loire, qui aboutit à 209 mises en examen. Et puis après 98, plus de réseau en France. Il n'y a plus de réseau. Étonnant, hein? Pourquoi 95-98? L'affaire Dutroux a agi comme un traumatisme, non seulement en Belgique, mais dans toute l'Europe. Et quelle est la réaction de la justice française? C'est de dire, nous, on n'est pas des Belges. Les réseaux, on les juge. Et donc, il y a eu 3 affaires qui ont été jugées en tant que réseau. Le problème, c'est que la première instruction dans l'affaire Dutroux en Belgique s'orientait vers l'existence d'un réseau fréquenté par la haute bourgeoisie et la noblesse belge. Et là, stop! Le juge Conrot est dessaisi pour un prétexte quelconque. Il y a un nouveau juge qui arrive et lui, il va détricoter le dossier d'instruction et faire de Dutroux un prédateur solitaire. On est en 98, en France, il n'y a plus de réseau. Terminé. La division nationale de la police pour la répression des atteintes aux personnes et aux biens a indiqué qu'elle avait découvert l'existence de liens très étroits entre des individus impliqués dans la pornographie enfantine et des membres du corps judiciaire. Nombre d'adultes, pédocriminels, avaient des relations sociales très influentes et étaient étroitement liés à des membres de l'appareil judiciaire ou à des individus occupant de hautes fonctions dans l'administration publique. C'est le rapporteur spécial de l'ONU, Juan Miguel Petit qui le dit, non un vulgaire adepte du complot. Alors ? Remettez-moi en mémoire, s'il vous plaît, maître Marie Grimaud, cette histoire qui a plusieurs mois, où des magistrats ont estimé que, dans le cadre d'une agression sexuelle sur mineur, il y avait consentement. Rappelez-moi l'âge de la mineure en question, d'ailleurs. De mémoire, elle avait 8 ans. Ouais. La loi dit que pour qu'un viol soit caractérisé, il faut prouver que cette agression a été faite avec contrainte, violence, menace ou surprise. Nous avons des magistrats qui ont estimé que cet enfant de 8 ans n'avait pas suffisamment exprimé qu'elle avait été sous la violence, sous la contrainte ou sous la menace. Je voudrais bien citer un ministre qui disait que la condamnation de la pédophilie a régressé depuis l'affaire Dutroux. C'est pas moi qui le dis. Ça a joué. Pour vous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a peur d'entendre les enfants, de les écouter. C'est pas moi qui le dis, c'est Ségolène Royal qui le dit il y a quelques années. Et je trouve que c'est très intéressant. Car... À ce stade de l'instruction, on retrouve ce qui existe dans la plupart des dossiers de crimes collectifs. Chaque accusé se défend en se démarquant des autres. Il y a des mises en examen qui se sont accusés les uns les autres. Voici par exemple la lettre que l'un des mis en examen, un futur acquitté, adresse au juge Burgot. Au total, des dénonciations précises, avec des détails concordants. Alors qu'aucune concertation n'était possible entre les accusés, puisqu'ils étaient incarcérés dans des prisons différentes. On commence donc avec cette information iTélé. Franck Lavier, l'un des acquittés de l'affaire Dutroux, visé par une enquête préliminaire pour agression sexuelle sur sa fille mineure. Que sait-on exactement, Jean-Michel Decugis? Oui, depuis son acquittement, il a été condamné en fait en 2012, en février 2012, à 10 mois de prison et sursis. Son épouse à 8 mois pour des violences habituelles sur mineurs. À l'époque, une perquisition avait eu lieu et une vidéo à caractère sexuel avait été retrouvée. On y voyait le couple Lavier avec 4 autres adultes nus simuler des débats sexuels devant leurs enfants, mais à l'époque, la corruption du mineur n'avait pas été reconnue. Gratos Macalo a finalement été libéré.
Merci tout le monde. Tuez les innocents. Je vous suis reconnaissant de m'avoir soutenu. Violer les vierges. Je me demandais si je pourrais pas avoir un bébé, là. Bien sûr qu'on lui amène un bébé. Venez les mecs, tirons-nous d'ici. Je me dis que la vraie unification européenne, elle est pour dans longtemps, parce qu'il y a des pays qui sont assez, on va dire, laxistes comme la France sur la question, et il y a des pays comme la Pologne qui sont sur la castration chimique, il y a des pays comme la Suisse qui sont pour l'enfermement à vie pour ceux qui sont non amendables et très dangereux. Donc on est vraiment sur une disparité des traitements. Nous sommes les plus laxistes. Regardez l'énorme mouvement populaire qu'il y a eu en Espagne autour d'un viol collectif. Ces millions de personnes dans la rue. Où sont-elles en France? Il faut combien d'angéliques pour que nous arrivions à cette prise de conscience généralisée? Je vais être franche, la France est l'Eldorado des pédophiles. Vous dites que c'est l'Eldorado des pédophiles? C'est l'Eldorado des pédophiles puisque la sanction judiciaire, lorsqu'elle existe, est bien moindre. J'ai pu également affirmer, et je le répète, aujourd'hui, mieux vaut violer un enfant que de dealer 6 grammes de shit dans la rue. La sanction est beaucoup plus lourde pour le dealer que pour celui qui viole un enfant. C'est une réalité, il est grand temps de l'affronter et peut-être que nous aurons moins de drames comme celui d'Angélique.